minutes. C'est l'heure maintenant de retrouver la question du jour. Yes or no, say yes or no, yes or no. La question qui vous était posée était la suivante. Les négociations entre les États-Unis et l'Iran sur le nucléaire iranien sont-elles une bonne chose ? La question était posée. Élise, est-ce que nos auditeurs ont tranché comme d'hab la question ? Ah, Lise. C'est pas qu'ils ont tranché, Didier. D'accord. On est à 53% de oui pour 47% de non, Non. à la fois sur Insta et sur Facebook. Donc, une Partagé. petite... C'est partagé, donc c'est une toute Voilà. petite majorité. C'est une petite majorité, c'est ça que je vous disais, donc j'appelle pas ça tout à fait tranché. Et sur X, par contre, oui, effectivement, on est à 100% de oui, mais il y a beaucoup moins de votes, donc il faut pondérer. Et on va demander son avis à notre invité, Gérard Vespierre, bonjour. Bonjour Lise. Merci d'être Et- avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Géopolitologue, fondateur du site Le Monde Décrypté. Alors, de votre point de vue, Gérard, est-ce que ces négociations entre les États-Unis et l'Iran sur le nucléaire, c'est une bonne chose ou pas? À partir du moment où deux adversaires se parlent, ça ne peut être qu'une bonne chose. Après, quel va être le résultat de ces discussions? Ça, c'est une autre question pour une autre séance de la question du jour. Mais je crois qu'il y a effectivement d'abord à cerner les éléments de ces négociations. Est-ce que ces négociations vont être strictement dirigées vers le nucléaire ou bien elles vont-elles être aussi dirigées vers des aspects de la politique iranienne dans la région par rapport à la milice Houthi au Yémen, où les États-Unis demandent l'arrêt du support de Téhéran, et puis aussi au soutien financier massif que l'Iran apporte aux milices chiites en Irak. Donc, il y a beaucoup d'éléments donc dans ces dossiers de négociation. Maintenant, on va voir comment elles vont reprendre et à quel rythme. Alors, c'est vrai que dimanche, ça faisait dimanche ou oui, lundi, pardon. Hier, ça faisait un an pile que l'Iran a lancé sa première attaque directe de missiles balistiques contre Israël. C'était vraiment un moment clé de cette guerre. Depuis, Téhéran, finalement, ne s'est pas tellement arrêté puisque ses proxys, les Houthis, continuent leurs attaques en mer Rouge. Le Hezbollah tente de se réarmer. Téhéran donc continue de se rapprocher du nucléaire. Donc on a l'impression finalement, Gérard, que l'Iran n'a pas été contraint de payer de prix décisif pour ses provocations depuis un an. Ah, je crois qu'il faut peut-être regarder d'un peu plus près le tableau que vous venez de tracer, car la milice Houthi n'a jamais été frappée aussi durement depuis sa naissance, durement dans ses installations militaires, durement dans son organisation militaire. Il y a eu des ciblages de responsables militaires dans ces bombardements, dans aussi le ciblage de personnalités politiques du mouvement puisque même symboliquement, il y a eu des frappes sur la ville au nord de la capitale, la ville de Saada. Donc, voyez-vous, il y a vraiment une addition, un prix à payer pour les milices Houthis qui sont à un prix qui est vraiment très, très élevé. Et le Hamas, bon, est vraiment pratiquement les deux genoux à terre, et le Hezbollah, même s'il y a quelques petites éruptions ou frappes de temps en temps de leur part, c'est devenu vraiment un mouvement militairement et politiquement très réduit au Liban. Donc il y a la chute de Bachar el-Assad. Donc voyez-vous, si on regarde l'ensemble du périmètre des alliés géographiques de l'Iran, eh bien vraiment il y a un retrait très significatif et le régime le sait, le régime le sent et le régime le dit à l'intérieur. Il y a des querelles politiques sur ce sujet-là aussi. Alors, Donald Trump, lors de son premier mandat, avait été très intransigeant vis-à-vis de Téhéran. Il s'était retiré de l'accord nucléaire de 2015. Il avait imposé des sanctions à pression maximale. Là, on est un peu dans la même situation où le monde observe quelle va être sa fermeté ou non
par rapport à l'Iran. Est-ce que s'il agit vraiment de manière décisive, il peut forcer Téhéran à faire marche arrière? Écoutez, je pense qu'il y a une très grande différence, Lise, entre 2018 et 2025. Parce qu'en 2018, il s'agissait simplement de faire un trait de plume sur l'accord du JCPOA, comme il s'est appelé. Et donc, il n'y avait pas de négociation. C'était simplement un geste unilatéral avec l'interdiction d'exporter le pétrole. Maintenant, l'image et la situation est tout autre. Il s'agit d'entamer des négociations sur le nucléaire. Donc, pratiquement, on a un effet en noir et blanc, n'est-ce pas? On est à l'opposé en 2025 de la stratégie menée par la même administration Trump en 2018. Donc, le sujet risque d'être beaucoup plus large, comme je le disais il y a quelques minutes, au-delà du nucléaire, car il s'agit, au fond, vraiment au fond de ces négociations, de la survie peut-être à court terme du régime iranien, tant les difficultés internes, économiques, sociales, sociétales et politiques, il y a d'énormes tensions dans l'appareil politique des mollahs à Téhéran. Oui, parce qu'en tout cas, les négociations dans le passé, Gérard, n'ont fait que donner à l'Iran du temps pour faire avancer son programme nucléaire. Donc là, si les pourparlers d'Oman qui ont commencé ce week-end et qui vont continuer le week-end prochain deviennent un autre cycle comme ça, sans fin, sans résultat et qui fait encore gagner du temps à Téhéran, ça va décrédibiliser un peu Donald Trump. Écoutez, déjà dans l'arithmétique de la situation, n'est-ce pas, quand Donald Trump a mis un coup de crayon noir sur les accords, l'Iran n'avait la possibilité d'enrichir de l'uranium qu'à 3,25%, si ma mémoire est bonne. Maintenant, ils sont à plus de 60 parce que l'accord a été dénoncé. Donc, on a le prix à payer de cette décision-là. L'autre côté de la médaille, c'est qu'effectivement, il s'est créé une situation économique en Iran qui a été très, très négative pour le régime. Donc, on a fait peut-être un recul sur le nucléaire vis-à-vis de l'accord de 2015, mais en tout cas, une avancée possible vers la chute du régime en Iran en durcissant les conditions économiques. Alors, tout de suite après, là, dès le début, les Américains disaient que les négociations de ce week-end ont été bonnes, que c'était positif, etc. Quand on connaît la mentalité des Iraniens, Gérard Vespierre, c'est pas une très bonne idée de qualifier tout de suite les négociations de bonnes, alors que le résultat, finalement, on ne sait pas du tout ce qui va arriver, parce que c'est pas tout à fait comme ça que fonctionnent les Iraniens, sauf erreur de ma part. Eh, ma chère Lise, les Russes non plus, n'est-ce pas? Et donc on se félicite à Washington des bonnes relations, des négociations avec la Russie, et on est dans une situation on ne peut plus compliquée, difficile. Donc on doit, je pense, s'interroger à la fois sur les objectifs de cette administration américaine et sur ses méthodes. Et je pense que il faut vraiment être de plus en plus attentif aux changements qui vient de se produire depuis le 20 janvier à Washington. Pour finir, Gérard Vespierre, Israël reste de toute façon la principale cible de l'Iran. Et même si effectivement les États-Unis soutiennent à la fois militairement et en termes de renseignement l'État hébreu pour se défendre face à cette menace, c'est tout de même l'État hébreu qui est en première ligne, on va dire, des cibles de missiles et des capacités de frappe de Téhéran. Euh, à la différence près que ce coup-ci, on comprend qu'Israël aurait le feu vert pour riposter de manière assez écrasante, avec peut-être même le soutien des Américains. Écoutez, je crois que Tsahal et l'armée de l'air israélienne, plus particulièrement, a réagi par deux fois sur le territoire iranien, n'est-ce pas? Et donc, vraiment, là, il y a des capacités aériennes de très grande supériorité. Les installations de défense aérienne iranienne
ont été fortement diminuées par ces frappes. Donc la capacité israélienne militaire est évidente. En plus, il y a effectivement l'appui logistique de renseignement si nécessaire de la part des États-Unis. Donc l'armée israélienne s'est préparée à tout profil d'attaque. Maintenant, effectivement, c'est une pression supplémentaire sur les négociateurs, pardon, iraniens. Bien sûr. Et pour finir, que ça soit Oman, c'est un bon intermédiaire pour vous, Gérard Vespierre, le sultanat d'Oman, dans ce cadre-là. Oui, je pense qu'il y a une vocation, d'ailleurs, culturelle, religieuse d'Oman d'être dans cette position, je dirais, de, de, de religion tranquille, d'islam modéré, d'islam, je dirais, ouvert. C'est une grande tradition. Elle a représenté par un canal intellectuel, religieux qui s'appelle le canal abadite. Donc c'est dans la tradition omanaise d'être ouvert. Ils ont été déjà le siège de beaucoup de négociations. Et donc en plus géographiquement, eh bien, ils sont vraiment à la fois entre Israël et l'Iran. Donc la géographie rejoint la culture. Merci beaucoup, Gérard Vespierre, géopolitologue et fondateur du site Le Monde Décrypté, d'avoir été avec nous ce matin pour analyser ces relations et ces négociations délicates entre les États-Unis et l'Iran. Bonne journée à vous, à très bientôt. Merci, bonne journée à vous et à l'équipe. Au revoir. Merci beaucoup et on y voit un petit peu plus clair grâce à vous, Gérard Vespierre, et à